Laurent Roland, Tonekes, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Bienvenue. Merci. La couleur kaki? Oui, je sais ce que vous avez dit. D'un autre temps quand même par rapport au mien. Oui, mais bon. Ouais, qu'on reste connecté. De toute façon. Fortement. Nonobstant. Ah, mais c'est quand même bien parce que quand on travaille ensemble, parfois aussi, il y a une communion d'esprit quand même, hein, au-delà de tout. Donc, il le faut. c'est certainement ça qui justifie le fait que parfois on met pratiquement les mêmes couleurs. Bon, écoutez. Allez, et puis c'est la rentrée quand même, la rentrée des classes, C'est la pré-rentrée. Bon, voilà, c'est la rentrée en général. Donc, démarrons par la pré-rentrée aujourd'hui. Oui. Donc, oui, la tenue kaki. Bon, si on porte du kaki aujourd'hui, on portera quelle couleur le lundi prochain? Peut-être qu'on remettra ça. On s'entend pour remettre la couleur kaki de toute façon, prochain. il faut souhaiter bonne reprise aux enseignants parce que d'après rentrer beaucoup plus les enseignants et puis c'est l'occasion pour les parents d'aller inscrire leurs enfants déjà dans les différentes écoles et donc on va souhaiter bonne reprise des classes aux enseignants qui vont certainement faire commencer les activités pédagogiques cette semaine et puis les parents qui iront faire le dernier réglage, puis la première tranche pourquoi pas et puis aller prendre ceux qui n'ont pas encore pris la liste de fournitures, aller les chercher évidemment et ceux qui n'ont pas aussi pris les uniformes dans les écoles privées, ils iront le faire. Donc on va souhaiter une bonne pré-rentrée aux différents acteurs qui sont pleinement concernés. Le temps que vient le lundi prochain pour que les enfants comprennent et commencent. Commence véritablement donc les cours, commence véritablement cette rentrée des classes Laurent Roland Tonekes. Justement, par rapport à la rentrée, deux, trois sujets évoqués dans la presse ce matin. Je vais retrouver par exemple la une du quotidien L'événement précis qui va s'afficher avec cette bonne nouvelle. Année scolaire 2024-2025, 468 nouvelles salles de classe disponibles pour la rentrée. Oui, c'est une bonne chose. On a toujours dénoncé, en tout cas personnellement, j'ai toujours dénoncé le fait qu'on n'ait pas de salle de classe à proprement parler, en tout cas qu'on n'ait pas de salle de classe pour les enfants, parce que dans certaines écoles, cela manque de façon claire, en tout cas on constate. Et d'ailleurs, même dans certaines écoles, c'est des salles de classe en matériaux précaires. Et donc, si on nous annonce qu'il y a de nouvelles salles de classe construites disponibles pour les enfants, on ne peut que se réjouir et dire oui, quand même merci, hein, ça ne vient pas tous les jours à ceux qui ont finalement pu faire ça et souhaiter que véritablement d'ici là, les gens construisent davantage des salles de classe pour les enfants. Donc voilà. Allez, en parlant toujours de la rentrée des classes, le quotidien, le meilleur, nous informe à une semaine de la rentrée scolaire, donc faible affluence chez les vendeurs de fournitures scolaires à Parakou. Évidemment, l'enquête a été menée à Parakou, le constat a été fait à Parakou, mais vous conviendrez avec moi, Laurent Roland Tonekes, que presque partout ailleurs sur l'étendue du territoire national, le constat est le même. Oui, le constat est le même. Bon, il faut attendre cette semaine pour voir si véritablement les stands seront disés. Parce que bon, là, on est à une semaine déjà. Oui, non, si on doit parler d'après-rentrée aujourd'hui, pour la petite expérience que j'ai de ces centres de vente de fournitures, je peux vous dire que oui, 2 semaines, 3 semaines, un mois avant, nous nous connaissons dans ce pays. On attend toujours le dernier moment. On attend le dernier moment. Donc peut-être à 2-3 jours. Oui, mais moi, quand j'ai fait même le constat le week-end dernier, j'ai pu constater que des stands étaient quand même remplis. Hein. Donc ça a commencé un peu. Petitement. Ça a changé depuis la semaine passée. Ça a changé depuis la semaine passée. C'est plus comme les autres semaines. Et donc, à partir d'aujourd'hui, en tout cas, il y aura beaucoup de personnes certainement sur les stands pour pouvoir acheter les fournitures pour les enfants. Et vous allez voir que les fournitures vont partir. En fait, de toute façon, les fournitures sont là. On n'a pas l'argent, donc les parents doivent se débrouiller pour aller acheter les fournitures. Et donc, même si on prend du temps, on traîne les pas, les parents devront aller vers les stands maintenant pour aller y acheter les fournitures. Je ne pense pas que ce serait encore des essais comme les autres semaines. Je ne crois pas. On a toujours assisté au même schéma chaque année. Les parents qui attendent le dernier moment pour aller faire le nécessaire.
Sur la rentrée, toujours pour finir maintenant, le chasseur info écrit causerie débat avec Wilfried Léon Ngoubedi, Ordena Ladati et Sedami Médégon vendredi dernier. Des acquis pour la rentrée scolaire des influenceurs s'abreuvent. Laurent Roland Tonekes. On parle notamment de cantines et infrastructures scolaires, recrutement, question des effectifs, santé et autres sujets au cœur des débats. Oui, j'ai pu lire. Moi, je ne savais même pas que c'était les influenceurs qu'on avait conviés à cette rencontre. C'est vrai qu'il y avait des journalistes dedans, mais je me rends compte que, bon, on ne parle d'influenceurs aujourd'hui. Bon, c'est quand même... quand on fait bien, on a des motifs de satisfaction pour mettre en valeur ce qu'on fait. Oui. Et donc, ça ne devrait pas surprendre qu'on communique pour parler des acquis. Il faut avouer, je le dis, les cantines scolaires, c'est un acquis pour que nous avons pu avoir, en tout cas concrétiser. Ça existait, hein, mais avec les réformes au niveau des cantines scolaires, on peut se réjouir de ce que, oui, quelque chose a été fait de bon et de louable pour les enfants. Ça maintient les enfants à l'école. Et puis, il y a d'autres actions qui sont menées dans le système éducatif, dans le secteur éducatif, pour lesquelles, oui, il faut féliciter le gouvernement parce qu'on a toujours dénoncé le fait qu'il n'y ait pas d'infrastructure, on a dénoncé le fait qu'on n'ait pas donné plus, qu'on n'ait pas pu prendre, en tout cas, en considération les doléances du corps enseignant, évidemment. Et donc, beaucoup de choses sont faites aujourd'hui. Ce n'est pas encore la fin, hein, il y a beaucoup de choses à régler également. Mais on ne peut que déjà dire oui, bon, pour un début, en tout cas pour le début de l'année, si les signaux sont au vert comme ça, on ne peut que se réjouir et espérer que dans les prochaines semaines, les enseignants soient de plus en plus écoutés, que les revendications des enseignants soient prises en compte et que nous ayons une année, en tout cas, totalement bien réussie. Parce que de ne pas satisfaire les revendications des enseignants aussi, c'est de porter un coup au bon résultat qu'on pourrait espérer avoir de leur part vers la fin de l'année. Allez, le porte-parole du gouvernement qui ne s'est pas prononcé uniquement par rapport à la rentrée des classes au détour de cette rentrée gouvernementale. Wilfried Léon Ngoubedi était également sur le plateau de Eden TV sur une émission spéciale conduite par Donclam Abalo. Et le porte-parole du gouvernement s'est prononcé justement par rapport au dossier Frère Roumvi, l'événement précis. Écrit ce matin à ce sujet, Wilfried Ngoubedi à propos du dossier Frère Roumvi, un non-événement pour le gouvernement, selon le porte-parole. Que quand je lis ça, je souris. Je souris parce que celui qui a parlé de non-événement est le porte-parole du gouvernement et qui s'occupe de la communication gouvernementale. Et quand je regarde tous ceux qui travaillent avec la direction de la communication de la présidence de la République, tout ce que ces personnes écrivent du matin jusqu'au soir, depuis que cette affaire a commencé, je me dis, si c'était pour autant un non-événement, pourquoi est-ce que toute son équipe s'acharne à écrire du matin jusqu'au soir, apporter, en tout cas quand quelqu'un sort un avis, apporter l'avis contraire, pourquoi si c'est un non-événement? Je pense que parfois, il y a des mots qui sont utilisés, mais je me demande si les gens prennent la mesure des mots qu'ils utilisent. L'arrestation de Steve Amoussou ne saurait être un non-événement parce qu'on voit comment est-ce que ça bouge les lignes, comment est-ce que ça agite les réseaux sociaux. Je vois comment les clébés du gouvernement communiquent abondamment pour peut-être désavouer tel ou tel parce que tel a donné son appréciation. Nous, personnellement, nous n'avons pas été épaillés. Je lis les commentaires de ceux-là qui soutiennent le gouvernement parce que chaque fois quand les gens écrivent les commentaires, j'essaye de prendre les noms, d'aller fouiller un peu sur Google, sur LinkedIn, sur Facebook et puis sur TikTok pour voir qui est la personne. Et je vois un peu la proximité avec un certain nombre de personnes. Et je souris. Donc, quand c'est le porte-parole du gouvernement qui vient me parler de non-événement, je dis, mais quand même, il parle de quoi concrètement? Ce n'est pas un non-événement. Le porte-parole du gouvernement, enfin, comme s'il avait suivi. Mais en même temps, je pense que c'est totalement logique. Vous vous rappelez, c'est tellement, j'en parlais en fin de semaine écoulée, je pense le jeudi. Je m'attendais à ce genre de réaction, qu'on nous dise oui, ben, c'est pas le gouvernement, c'est la justice. Non, mais... La justice qui s'en charge, donc on laisse la justice faire son travail, ce n'est pas le gouvernement qui est aux commandes. Et je pense qu'en gros, c'est ce que dit le porte-parole du gouvernement. Donc, ce n'est pas un événement pour le gouvernement.
La justice fait son travail. C'est ce que j'essaie de dire. En réalité, donc c'est normal. Donc c'est tout à fait quand normal. le porte-parole dit que ce n'est pas le gouvernement reste impartial. Mais oui, donc le gouvernement est impartial, la justice fait son travail, on ne s'en mêle pas. On n'entendra pas mieux. Et on s'attendait un peu à ce genre de réaction. Donc disons que le porte-parole du gouvernement vient de dire que c'est un événement, pour nous c'est un non-événement. Non. On n'est pas surpris. Voilà, je ne suis pas surpris qu'ils le disent parce que je sais que comment est-ce que ça va se passer. Parce que, écoutez, le gouvernement ne peut jamais oser dire c'est nous qui avons demandé qu'on interpelle Steve Amoussou, qu'on assimile la frère Rouvi. Jamais. S'ils le disent, est-ce que vous sous-entendez, Laurent Roland-Anthony, qu'est-ce que c'est le gouvernement qui est à la manœuvre? Je dis le gouvernement. Parce que vous nous dites que le gouvernement ne peut jamais oser nous dire que c'est lui qui est derrière. Donc, quelque part, c'est une manière de sous-entendre que c'est le gouvernement qui est à la manœuvre. Tout le monde sait que les chroniques de celui qu'on en tout cas, on appelle frère Rouvi, écoutez, le chef de l'État a parlé devant les évêques en 2018. Il a parlé de cette affaire-là. Et il disait, notre détermination à agir sera sans état dans quelque chose, il a dit quelque chose du genre. Donc cela montre clairement à quel point ça dérangeait cette affaire de frère Rouvi. Donc dire que le gouvernement peut-être ne se réjouit pas en griffe, ou bien n'est pas satisfait, ou bien n'est pas, en tout cas dans une certaine mesure, est-ce que je dirais... complice? Non, mais c'est vous qui me prêtez la voix ce matin. Donc, les téléspectateurs... Les voix, vous de les accepter ou pas? Les téléspectateurs vont aviser. Je veux juste vous aider. Donc, pour dire quoi? Exprimer le fond de votre pensée. Ce qui est sûr, ne me faut pas lire dans mes pensées, vous n'êtes pas un devin. D'accord. Donc, pour dire clairement qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas le dire parce qu'on a vu comment est-ce que les Russes se sont pris, comment est-ce que les gens se sont indignés par rapport à la manière dont on a interpellé Steve Amoussou. Et donc, le gouvernement sait très bien qu'en disant oui, nous avons décidé finalement qu'il faut lui mettre la main dessus et que parce que ce qu'il disait, il doit justifier, parce que s'ils le disent, c'est que les gens, même au plan international, ont dit, mais en réalité, que faisons-nous de la liberté d'expression? C'est vrai, je le dis, hein, ça va être mal pris par certaines personnes. Il y a des faits évoqués par frère Steve Amoussou ou frère Rouvi, je sais quoi, sur lesquels, parfois, moi, de ma position, j'ai peur pour dire, mais écoutez, il a eu les informations par qui? Et c'est pourquoi j'ai évoqué la question de quand frère Rouvi fait ses chroniques, donne des dates, donne des orientations, des localisations, tout ça là, je me demande qui l'informe et comment est-ce qu'il a ces informations. Et donc, à un moment donné, on peut lui demander de fournir de plus en plus d'informations sur ces trucs-là. Peut-être que le gouvernement veut s'en savoir mieux, mais écoutez, je ne sais pas de parler. Donc, moi, j'ai dit clairement que le porte-parole ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'il a dit. Et donc, tenons-nous au fait et continuons à voir ce que la justice va faire le 7 octobre de Steve Amoussou. Est-ce que la justice finira par prouver qu'il est véritablement le frère Rouvi? Comment est-ce que ça va se passer? Mais il faut reconnaître quand même que dire que c'est un non-événement, ça ne tient pas. Tout le monde sait très bien combien service a été rendu à l'équipe gouvernementale avec l'arrestation de Steve Amoussou. À tort ou à raison, appelé frère Rouvi. C'est vrai que depuis cette arrestation, en tout cas, les chroniques, on ne les entend plus. Et bien évidemment. C'est pourquoi il dit si la justice devra travailler maintenant à justifier clairement qu'à apporter les preuves que Steve Amoussou est frère Rouvi. Autrement, c'est qu'il va falloir, en tout cas, il faut attendre. Le problème, c'est que même si la justice n'arrive pas à justifier les preuves, sortir les preuves que Steve Amoussou est frère Rouvi, il y a malheureusement un autre dossier qui l'attend. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que quand le porte-parole commune comme ça, je souris pour dire, bon, j'ai déjà dit sur ce plateau. Et moi, j'étais surpris de suivre une de nos émissions pour dire que oui, à un moment donné, il était possible qu'on sorte nos dossiers parce que les deux premières personnes qui ont été interpellées par rapport à telle situation, c'est sur ça, sur cette base qu'on peut le... Et donc, je me suis rendu compte qu'en réalité, on évoquait ça et puis, bizarrement, c'est pourquoi il était au tribunal la dernière fois, c'est question d'escroquerie. Donc après, il se peut que comme le gouvernement dit que ce n'est pas lui et qu'ils seraient assez impartiaux et que voilà, que c'est un non-événement, il se peut que la justice n'aille plus sur ce terrain de chronique. Oui, si on n'a pas assez de preuves pour... le gouvernement n'ira plus sur ce terrain pour nous berner, en tout cas pour berner ceux qui ne sont pas préparés. Le gouvernement ou là, enfin, je n'arrive pas à vous suivre, Laurent Roland-Anthony.
Je n'arrive pas à vous suivre, Laurent Roland Tonekes, sur ce sujet. Vous me perdez, mais totalement. Mais totalement. Qui berne qui fait quoi, à quelle fin, je suis perdu. Le porte-parole nous a déjà mené en bateau pour dire que... Vous pensez qu'il nous a mené en bateau? Oui, vous pensez qu'il nous a mené en bateau? C'est moi qui le dis, hein. Il nous a mené en bateau pour dire que c'est un événement pour eux. Pour dire que vous allez me dire qu'ils ne vont pas se réjouir de ce... En tout cas, j'ai dit, si c'est un événement qu'on demande au club de ne plus écrire sur... cette affaire. Vous pensez que... Qu'on demande aux affiliés à la communication gouvernementale de ne plus communiquer sur ça, si c'est véritablement c'est un non-événement. En tout cas, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Rongbedji, qui a également rassuré par rapport aux relations entre le Bénin et le Togo, toujours à la une de l'événement précis, on peut lire donc... dans un encadré jaune, n'ayez aucune inquiétude sur les relations entre le Bénin et le Togo. Bon, espérons. Il a dit, la partie togolaise n'a pas réagi. Le Bénin va de son côté. Est-ce que vous souhaitez que le porte-parole dise que oui, ce qui s'est passé là, ça met à mal les relations entre le Togo et le Bénin? Ce n'est pas au porte-parole de le dire. D'abord, il ne peut pas le dire clairement, parce que le dire, c'est un aveu d'échec. Donc, moi, je pense que c'est normal qu'ils disent que les relations entre le Bénin et le Togo n'ont pas pris un coup. Attendons de voir la réaction de la partie togolaise. Et j'ai pu lire ce matin, quelqu'un écrit sur Wanilo, un nom princier, pour dire voilà, parce que Wanilo, c'est le fils du roi Benzin, qui était avocat et qui était arrivé ici. Bon, bref, on ne va pas faire un coup d'histoire. Mais quand je lis des choses, je dis, mais j'ai envie de donner... j'ai envie de demander... La profanation Wanilo ou la profanation d'un nom princier, c'est le patriote. Alors, quand je finis de dire ça, je me dis, quand les gens disent... Il y a un journal qui a écrit encore ce matin, est-ce que la condamnation, le procès annule le mandat d'arrêt? J'ai pu lire quelqu'un écrit, quelqu'un du gouvernement aussi écrit, un activiste du gouvernement écrit que le procureur de Togo a parlé de réquisition, de mandat d'arrêt international, il n'a pas parlé des missions de mandat d'arrêt international. L'un dans l'autre, mandat d'arrêt international émis ou requis, on attend de voir de quoi est-ce que ça retourne. Mais bon, quand les gens se mettent à nous jeter les pierres parce qu'on a parlé de Wanilo qui, en réalité, ne pouvait pas aller se rendre à Lomé aujourd'hui parce qu'il y a un risque qu'il soit interpellé et que même s'il se rend dans d'autres pays et que les gens veulent défendre en traitant tous les noms. Mais je dis, mais écoutez, cotisez de l'argent à Wanilo, non? Envoyez-le au Togo. Non, mais moi je dis, prenons le risque. En tout cas, faisons l'expérience. Faisons l'expérience. Pour une fois quand même. Tentons l'expérience. Tentons l'expérience. Bon, monsieur Wanilo, moi j'ai envie de lui... Est-ce que j'ai de l'argent? Oui. Je n'ai pas de l'argent dans ma poche ce matin, mais j'ai envie de lui donner 10 000 francs et de lui dire, bon, prenez taxi, allez à Lomé. Non, en fait, parce que si les gens veulent nous jeter des pierres, je veux bien qu'on fasse l'expérience une fois pour toutes, pour nous situer. Bon, si nous autres, ce que nous disons ne plaît pas, en tout cas à certaines personnes qui à tout prix veulent nous verser dans l'opposition, nous traiter de tous les temps. Quand on apprécie les efforts du gouvernement, personne ne peut nous dire « Ah, merci, vous avez bien fait d'apprécier ». Mais c'est le jour où on parle de ces choses qu'ils sont prêts à nous jeter les pieds. En tout cas, moi, j'assume et je continue. Je dis, j'ai bien envie de donner de l'argent à Wanilo. Il est riche plus que moi, largement riche plus que moi. Bon, riche matériellement, mais bon, moi, je suis riche peut-être spirituellement et peut-être mentalement aussi. De toute façon, et c'est ça qui compte le plus dans la vie. J'estime véritablement que j'ai bien envie de lui remettre l'argent, on va lui prendre un taxi. Oui. Et non. Nous ne consentons pas le débat sur la personne de X. Non, justement. Ou Y, ce n'est pas le plus important. On fait une expérience. Le plus important. Revenons sur la question donc, des relations entre le Bénin et le Togo, le porte-parole ratio. Donc oui, il n'y a pas de matière donc, à s'inquiéter. Et il faut croire qu'il est quand même plutôt en bonne posture pour plus ou moins savoir ce qui se passe. On peut imaginer que depuis le début donc, de cet épisode, peut-être que les deux chefs d'État se sont appelés, ont discuté. Non, le porte-parole du gouvernement a les informations. C'est ce qu'on souhaite pour les deux pays. Nous sommes pays frères.
Nous avons déjà une crise entre le Bénin et le Burkina Faso. Nous avons une crise entre le Bénin et le Niger. Et le Nigeria, fort heureusement, avec l'avènement de Bola Tinubu, on a repris les choses. Mais aujourd'hui, Tinubu est en grande difficulté. On pourrait même vous dire qu'on a aussi une crise qui couvre entre le Bénin et le Togo depuis... Oui et non, j'en viens. Oui, Tinubu est arrivé, au moins, il y a une normalisation entre la relation entre le Nigeria et le Bénin. Le Nigeria, mais Tinubu aussi aujourd'hui en difficulté dans son pays. Donc, vivement que cette normalisation, puisqu'à un moment donné, ça peut prendre d'autres tournures. Mais entre le Bénin et le Togo, il y avait une crise qui ne dit pas son nom. Donc, on a tout intérêt à plaider pour qu'il y ait une normalisation des relations entre le Togo et le Bénin sur tous les plans, qu'on le veuille ou non. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas intérêt. Quand on évoque les sujets, ce n'est pas qu'on se réjouit, mais c'est de travailler, d'amener les nôtres à réfléchir et à éviter toute situation de crise avec les pays limitrophes. Ça ne nous sert pas. Et j'ai évoqué la semaine dernière sur une émission la fin du mandat d'une Nicéphore Soglo. Il avait des problèmes avec le Togo, il avait des problèmes avec le Niger, il avait des problèmes avec le Nigeria. En 95-96, je crois que les plus anciens vous diront clairement ce qui s'est passé. Et Bruno Amoussou est encore en vie. Vous lui posez la question, il vous dira clairement ce qui s'est passé. Et donc, j'estime que vers la fin de son mandat, le président Patrice Talon doit pouvoir travailler à éviter les crises entre le Bénin et ses pays limitrophes. Ça va l'aider pour la fin de son mandat. Autrement, ce n'est pas bon pour la fin de son mandat et ce n'est pas bon pour son équipe, en tout cas, tous ceux qui le soutiennent. Et c'est tout souhait que nous ayons de bonnes relations avec les pays limitrophes. Il va falloir que le gouvernement travaille à cela davantage, que chacun de nous puissions mettre nos égos de côté, et que nous puissions écouter les populations, que nous puissions écouter aussi ceux qui sont de l'autre côté des pays-là, et que nous ne disions pas que nous sommes peut-être les plus forts ou les plus intelligents que ces personnes. Allez, en tout cas, de bonnes relations entre le Bénin et le Togo, de bonnes relations également en perspective entre le Bénin et le Niger. Dynamisme Info écrit, normalisation des relations brouillées avec le Bénin et le Niger, un partenaire, mais pas un enfant de cœur. Oui, bon, est-ce qu'on dira que le Bénin, on veut faire du Bénin un enfant de cœur? Non, je ne pense pas. Non, le Niger plutôt. Le Niger plutôt. Un partenaire, mais pas un enfant de cœur. Oui. Pour s'en tenir à cette rencontre qui a eu, les discussions qu'il y a eu donc, entre les deux chefs, enfin les deux ministres d'affaires étrangères, donc je parlais celui du Bénin et du Niger, donc à ce sommet Chine-Afrique. Dans les relations entre le Bénin et le Niger, je crois que chacun met sur la table son ego, chacun met sur la table ses exigences, et donc c'est à l'autre partie de voir aussi comment faire les concessions. J'estime qu'aujourd'hui, il va falloir travailler à obtenir des concessions de part et d'autre pour que les choses reprennent de plus belle entre le Bénin et le Niger. Hier, je sortais de ma rue quand il y a un garage des camions dans ma zone. J'ai suivi la discussion entre 2-3 conducteurs de camions qui disaient, mais écoutez, quand est-ce qu'ils vont ouvrir les frontières pour que nous puissions reprendre nos activités? On souffre trop. Bon, je passais un instant, je suis un peu allé un peu, je suis debout à les écouter un peu. J'ai vu un peu la peine de ces personnes-là. Vous imaginez, camions stationnés, pas d'opportunité pour aller amener les marchandises au Niger, alors que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Et cette situation, on l'a vécue l'année passée, où beaucoup de parents avaient des difficultés à inscrire les enfants. Et donc, il y a matière à travailler au plus vite pour la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger, ouvrir les frontières, permettre aux opérateurs économiques, les transporteurs, de vivre de ce qu'ils savent faire le mieux. C'est très important. Sinon, ça va être difficile pour ces personnes. Et quand ces parents parlaient hier pour dire, ben voilà, ils n'ont pas l'argent, voilà, c'est difficile. Les camions sont stationnés depuis des semaines-là. Hier nuit, quand je rentrais, après avoir suivi la discussion, quand je rentrais, j'ai pris soin de compter le nombre de camions stationnés dans ce garage-là. Pas moins d'une quinzaine stationnés depuis quelques jours. Et je me pose la question de savoir, est-ce que les gouvernants ont conscience de ce que vivent les populations à un moment donné? C'est vrai qu'on ne demande pas aux Béninois ou aux dirigeants béninois d'aller s'agenouiller pour le général Tiani, mais c'est de pouvoir écouter aussi ce que disent les Nigériens
Comment est-ce qu'on peut faire pour le problème? Parce qu'au-delà de tout, les Nigériens sont dans leur pays, ils ont peut-être la possibilité de se servir, de passer par d'autres pays pour satisfaire les besoins de la population. Mais le Bénin, qui a un port qui desservait beaucoup plus le Niger et ces pays de l'Interland, c'est le Bénin qui souffre. Notre relation, notre économie du côté du port de Cotonou prend un coup, nos transporteurs prennent, ça prend un coup, les déclarants de douane, ça prend un coup, autant de choses. Vous avez vu, il y a quelques jours, le chef d'état-major du Nigeria s'était rendu au Niger. On a pu voir son discours. Quand on lit ses discours, on doit, quand on partage une frontière avec le Niger, on doit pouvoir se remettre en cause pour dire, si le grand Nigeria, on voit son chef d'état-major là-bas qui tient ce discours, qui sommes-nous, petit pays, c'est ce que nous avons l'habitude de dire, hein. Sinon pour moi, le Bénin n'est pas pour autant un petit pays, mais qui sommes-nous qui nous plaignons de ce que nous n'avons pas de moyens, à peut-être vouloir continuer à bomber le torse, à montrer que c'est nous qui avons les muscles, et qui sommes bien musclés, et qui pourront tenir, qui sommes-nous? Je crois qu'il faut revoir la manière dont les choses se passent. Ce serait tout bénéfice, en tout cas pour les citoyens, pour le gouvernement également, parce que quand les activités reprennent, les marchandises prennent par le port, l'économie, en tout cas, on aura de l'argent. Et on pourra même améliorer la condition des AME. On peut quand même aussi faire en sorte que l'aide à la presse soit une réalité. Peut-être qu'on nous estime que... J'ai subi un peu aussi la réaction du porte-parole du gouvernement sur cette affaire de l'aide à la presse privée. Bon, j'en souris, hein. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. J'estime que le vrai problème de la presse, c'est nous-mêmes. Vous savez que je ne vous ai pas encore oui, vous n'en parlerez pas. Sur le sujet. Nous n'avons pas prévu le faire. Par contre, pour finir avec le sujet sur le Niger, Matéli vous écrit justement normalisation des relations entre le Bénin et le Niger, lentement mais sûrement. Laurent Roland Tonnique, je pense que c'est une bonne manière de voir les choses. Hein. Oui, Petit à petit, voilà. Il faut souhaiter. Les efforts se font. Oui, les efforts se font, il faut souhaiter. C'est tout souhait pour moi. Je pense que cette crise a assez duré entre le Bénin et le Niger. Et si les autorités nigériennes, parce que je sais très bien, quand on évoque la question Niger, on est très bien suivi du côté du Niger, on voit le nombre de commentaires parfois. Donc, si les autorités nigériennes nous suivent, je voudrais quand même les prier de pouvoir aussi accepter faire des concessions. C'est bon pour leur population, hein, c'est bon pour les Béninois également. C'est notre économie qui, en tout cas, évoluera, c'est vrai. Mais de l'autre côté aussi, ça va relancer les activités dans leur pays. C'est ça. Mais ça va aider beaucoup plus les populations, en tout cas nigériennes. Et j'estime que de part et d'autre, il faut que maintenant chaque dirigeant essaie de faire des concessions pour le bonheur des peuples. Bénin recours contre le code électoral devant la CADHP, Laurent Roland Tonnique. Alors, par rapport au code électoral, toujours, je pense qu'il y a un autre recours qui doit être étudié par la Cour constitutionnelle dès ce jeudi. Dynamisme Info écrit le topo pour assurer la continuité mise à l'épreuve. Est-ce que vous pensez véritablement est-ce que notre ami Parfait Boko pense véritablement que le topo est mis à l'épreuve? Non, je ne pense pas. Vous savez, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris des décisions contre le Bénin. Est-ce que ces décisions ont été respectées? Non. Non et non. On a pu voir des décisions dans l'affaire Sébastien Diavon, ce genre de choses. Est-ce que vous avez eu de suite? Non. Donc le gouvernement n'a pas respecté les décisions de la CADHP. Et donc ce n'est pas évident que ce soit sur le code électoral que le gouvernement accepte se plier. Donc j'estime que le topo n'est pas du tout mis à rude épreuve. Hein. Ce n'est pas évident. On peut espérer que la Cour décide de remettre en cause le code et demander de toucher. Mais si ceux qui sont là, qu'on connaît et qui parfois ne veulent pas respecter ce qui est décidé par ces instances, est-ce qu'il faut espérer que pour ce code électoral, ça va être respecté? Je ne rêve pas, moi. De toute façon, je n'ai pas appris à être optimiste pour être optimiste. Je veux être optimiste, mais en ayant aussi les yeux ouverts sur la réalité. Et la réalité, elle est là. Il vaut mieux continuer à être pessimiste sur ces questions-là, mais espérer que le gouvernement doit pouvoir prendre conscience de ce que, au-delà de la CADHP, c'est que c'est une question de préservation de paix qu'il s'agit, c'est une question de respect des principes démocratiques qu'il s'agit et qu'il faille travailler
à nous éviter le pire en 2026. Un mot de football, Laurent, avec les 4 vérités éliminatoires Cannes 2025, mauvais départ pour le Bénin. Oui, les victoires du Bénin, le plus souvent, c'est des faits de hasard. Bah, je le dis. Hasard, dites-vous carrément. Les victoires de l'équipe du Bénin, c'est des faits pour moi. En tout cas, je le dis haut et fort. Les victoires du Bénin dans le football, la plupart du temps, c'est des faits du hasard. Le Bénin a battu le Nigeria. Vous savez que c'est très grave ce que vous dites là. Mais c'est moi qui le dis, c'est pas vous. Il y a un staff technique, il y a tellement d'efforts qui sont fournis par non, vous savez, des dizaines et des dizaines, j'ai bien envie de dire des centaines. Je dis c'est les faits du hasard. C'est moi. Ça n'engage que moi. Et derrière, vous nous dites que c'est juste le fruit du hasard. Il n'y a pas de constance. Écoutez, comment vous gagnez, vous pensez que vous avez une équipe compétitive, mais qui n'a pas de constance. Et vous pensez que ça, c'est logique ça. Moi, écoutez, bon, fort heureusement, j'ai été quand même... Attendez, on était en quart de finale. J'ai été quand même... On était en quart de finale. J'ai été quand même il y a quoi? Il y a 5 ans. J'ai été quand même journaliste sportif et j'ai fait beaucoup... en tout cas, j'ai couvert beaucoup de matchs des écureuils. Je leur dis haut et fort. C'est un journaliste sportif qui ne veut pas oser dire la vérité, en ayant peur que, parce que quand il y aura expédition, aller dans le pays, tel pays, on ne va pas les mettre dans l'avion. On ne va pas les mettre dans l'avion pour aller couvrir les matchs. Ça fait leur problème. Ils n'ont qu'à continuer à dire tout est bon, on a une bonne équipe. Mais moi, là, je n'ai pas besoin de ça. Et d'ailleurs, même j'ai été journaliste sportif, à aucun moment j'ai supplié quelqu'un pour dire rentrer dans l'avion pour aller suivre un match. Je m'en fous. Je suis allé à Lomé quand même au moins 2 ou 3 fois. Et je sais comment ça se passe. Aller couvrir un match et après on vous donne 10 000 francs. Quand vous allez, je crois qu'il n'y a même rien, pas grand-chose dans cette affaire. Mais je dis une chose clairement. Nous avons une équipe qui joue et quand nous avons des victoires, ça fait du hasard. Ce que nous avons eu à la CAN 2019, on sait très bien que nous n'avions pas de niveau quand on est allé à la CAN. Et d'ailleurs, même pour aller en quart de finale, c'était quoi? Donc si on a réussi à aller jusqu'en quart de finale, c'est que peut-être en face aussi... combien de matchs avant... Il y avait Maïs, comme disent les Ivoiriens, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien non plus. En face, il n'y avait pas le niveau non plus. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Pourtant, on a battu le Maroc. Attendez. On a battu le Maroc. Combien de matchs avions-nous gagné? Enfin, on avait battu le Maroc. À combien de matchs avions-nous gagné pour nous retrouver face au Maroc? On n'avait pas gagné de match. On n'avait fait que des matchs nuls. Oui, il faut, vous vous rappelez bien de cette affaire. Il faut en avoir sous les crampons, j'ai envie de dire, pour faire des matchs nuls. Toutes les équipes n'arrivent pas à faire des matchs nuls. En tout cas, vous ne le direz pas mieux que moi. Et vous n'apprécierez pas ça mieux que moi. Parce qu'au moins, j'ai quand même observé de près cette équipe. J'estime véritablement que... écoute, d'ailleurs, même tous les entraîneurs que nous avions eu, beaucoup plus, on a pu voir Dussier, qui le problème, c'est toujours avoir des matchs nuls pour évoluer. Comment une équipe évolue en tablant seulement sur les matchs nuls pour pouvoir, en tout cas, passer à la phase suivante? Faute de mieux. Il faut de mieux. Faute de mieux. J'estime vitalement, et je le dis haut et fort ce matin encore. Le vieux nous dit que, bon, excusez, l'entraîneur dit que sa vision, c'est la Coupe du Monde. Oui. Mais avec ce qui se passe là... C'est vrai qu'il dit aussi que oui, l'idée, c'est d'être tout au moins 2e dans le groupe. Comment est-ce que... Par rapport... Quand vous envoyez votre enfant à l'école, d'accord, et votre enfant vous dit, et vous tenez tout à l'enfant, et l'enfant vous dit, vous dites à l'enfant, tu dois être premier. L'enfant dit, non, bon, papa, je fais l'effort, je serai 2e. Est-ce que vous pensez qu'en tant que père, vous serez fier? Non, c'est ça qu'il y a de la sorcellerie. Non, pour être plus sérieux. Non. Il faut faire avec les moyens dont on dispose. Donc, si on se rend compte que oui, l'effectif n'a pas les qualités. Ceux qui ont joué là. Ceux qui ont joué là. Pas la qualité ceux qui ont joué requise. Là. Comme vous le dites, il faut être pragmatique. Il faut être réaliste. Ceux qui ont joué, la grande partie là, mon cher Ahmed, la grande partie de ceux qui ont joué, il y en a pas mieux qui sont sans club. Mais qui, enfin, quelques-uns ont fait bonne impression quand même. Non, mais le football, ce n'est pas un jeu d'enfant. On ne se lève pas pour aller jouer parce que quand vous êtes sans club, c'est que vous êtes sans club, vous n'êtes pas actif. Parce que c'est dans l'exercice, en tout cas, quand c'est en jouant régulièrement, que vous préparez vos muscles, tout ça. Les gars sont sans club. Ils sont à la maison avec leur épouse ou peut-être 24 h sur 24, vous pensez que... Il y a un souci à être avec son épouse 24 h sur 24? Non, mais sur le terrain, ils ne seront pas... Pourquoi précisez-vous cela? Ils seront pas... Pourquoi ne dites pas qu'ils sont avec leurs enfants? Ils ne seront pas positifs. Ils ne seront pas positifs. Pas positifs? Sur le terrain. Parce qu'ils sont avec leur femme. Au moins, ils seront positifs. À la maison.
Non, non, j'estime Sacré que Laurent. non, il faut reprendre, revoir le football béninois pour être sérieux. Je crois que le championnat national, Oui. on a quelques résultats, ça commence par prendre un peu. J'estime qu'il faut maintenant vraiment avoir une équipe compétitive en piochant dans les différents clubs, une équipe type avec qui on peut travailler. J'estime qu'à un moment donné, il faut accepter partir avec des jeunes et même s'il faut perdre au fil du temps. Construire une équipe. Construire une équipe. Il ne sert à rien d'aller chercher. D'autres l'ont fait sur le continent. Hein. Mais il ne sert à rien d'aller chercher les gens dans les campagnes en France ou je ne sais quoi, en Belgique ou en Turquie. On parle même de Malte parfois, oui, en Turquie, les campagnes, et puis après on dit qu'ils sont dans tel club. Des clubs qui n'existent même pas. Aujourd'hui, le monde a évolué. Tout club en Europe, bon club, vous tapez sur Internet et vous avez. Mais il y a des gens qui sont dans les clubs, vous tapez, vous n'avez pas le nom. Vous n'avez même pas facilement le nom de la localité dans laquelle ils jouent. Et vous pensez que c'est ça une équipe. Les autres se battent et travaillent pour avoir de bons résultats. Et nous autres, là, nous nous contentons du minimum. Demain à Abidjan, face à la Libye, les Guépards ont l'obligation de se racheter. Vous pensez que c'est... Enfin, il y a matière à espérer? Bon, un fou du hasard aussi. L'équipe Pourquoi pas que le hasard soit de l'autre côté? L'équipe de la Libye n'est pas une équipe aussi forte ou grande comme le Nigeria. Je vous ai dit, quand ils ont gagné en Côte d'Ivoire il y a quelques semaines ou mois en arrière, on s'est réjoui. Moi, je disais clairement que non, attention, écoutez, c'est pas évident, hein, attention. Mais là, maintenant, ils seront face à la Libye. La Libye ne viendra pas vendre la moutarde d'Abomey en Côte d'Ivoire, hein, donc ils n'ont qu'à se préparer. Parce que les gars aussi ont envie de faire parler d'eux. Attendons de voir ce que ça va donner. S'ils s'amusent, les Libyens vont les doucher. Bon, patriotisme oblige. On va souhaiter la victoire aux écus guépards. Parce que de écureuils à guépards, rien n'a changé. Donc, appelons-les carrément écus guépards, plutôt que de les appeler guépards. Parce que des guépards sur le terrain, on ne les voit pas courir. C'est vrai qu'on est amené à se demander si on a vraiment bien fait de changer le nom de cette équipe. Ce n'est pas le nom qui fait une équipe. Allez, Laurent Roland-Tonnéiquet, saurez-nous faire le point, peut-être demain sur ce plateau, de ces entreprises qui ont coulé sous la rupture? Le Patriote, il consacre en tout cas un dossier ce matin. Puis il nous donne également des nouvelles du général Faletti. Des nouvelles du général Faletti, voilà, qui écrit à la violation de ses droits hein, après 55 mois de détention. Le sujet sur lequel on pourrait revenir oui, Faletti, demain. Moi, je pense qu'au niveau des prisons, il faut travailler à protéger les citoyens. Même s'ils sont en prison, ils ont des droits. Ils ont le droit à la santé. Absolument. Et donc, il faut travailler à cela. Ce n'est pas une bonne image pour le Bénin que de dire à l'international que des prisonniers sont malmenés, torturés, ils sont malades et qu'on ne prend pas soin d'eux. Ce n'est pas bien. Encore que la prison de Missirité, par exemple, c'est une prison internationale. Beaucoup ne le savent pas, c'est une prison internationale. Et quand on arrive à dire que dans cette prison, on corse les conditions les droits de certaines personnes, ne seraient pas respectés, ça crée un plan international. Les gens peuvent à tout moment commencer par interpeller le Bénin. Ce n'est pas une bonne image pour nous. Moi, mon souci, c'est qu'on travaille à donner au fur et à mesure, en tout cas, une bonne image au Bénin au plan international. On y reviendra très certainement demain, Laurent Roland-Tonnéiquet.